Bonjour et bienvenue aux élèves du collège Charlotte Delbos de Tronget, et particulièrement aux élèves des classes de 4e 1 et de 4e 2. Et bienvenue pour cette deuxième séance à distance, en plein confinement, consacrée à la séquence 2 de MC, intitulée, je vous le rappelle, La liberté, les droits et l'élaboration de la loi en France. Si vous n'avez pas raté le dernier épisode de la séquence, vous avez dû travailler sur le diapo vidéo consacré aux piliers de la sensibilité et à cette étude de cas issue d'un contexte dramatique, celui des attentats de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, et séance intitulée Le crayon qui guide la liberté. Aujourd'hui, nous allons entamer notre première étude documentaire, de dossier documentaire, et nous allons définir ce qu'est la liberté, les limites à la liberté et son rapport, le rapport de la liberté à la loi. Et ça concernera donc le grand C, pilier de l'engagement, de la règle et du droit. Lorsque nous étions en histoire, en train d'évoquer les débuts de la Révolution en 1789, j'avais pris soin de vous dire que nous établirions une passerelle avec l'EMC. Eh bien la raison c'est que, comme vous pouvez le voir sur cette image de la diapo devant vous, et qui représente, vous l'aurez reconnu, le tableau représentant la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, autrement dit la DDHC, eh bien, à travers l'étude de ce texte, nous allons effectivement pouvoir comprendre comment concilier par la loi le droit à l'égalité, la liberté et les limites de la liberté. Puisque ce texte n'a pas pris une ride, et encore aujourd'hui, la définition de la liberté, la définition des limites de la liberté et la définition de la loi sont en rapport avec le texte de 1789. Pour la séance de MC qui nous intéresse aujourd'hui, je n'ai gardé qu'une partie du texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en particulier les premiers articles de la DDHC, et je vous propose de les relire ensemble. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc je vous le rappelle, en histoire, cet article est très important puisque c'est lui qui mettait fin à la société d'Ancien Régime, qui mettait fin aux inégalités et qui mettait fin au système des privilèges, des trois ordres, puisqu'à partir du moment où chacun naît et demeure libre et égal en droit à son voisin, il n'y a plus de privilèges, plus d'inégalités. Alors évidemment, certains hommes sont plus importants que d'autres, ont plus de responsabilités que d'autres. C'est ce qu'on appelle les distinctions sociales fondées sur l'utilité commune. Mais pour autant, le président de la République n'a pas en théorie plus d'importance aux yeux de la liberté et de la loi qu'un SDF. En principe, c'est ce qui est écrit dans l'article 1. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles, c'est-à-dire permanents de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cet article est très directement inspiré des déclarations des droits précédentes, autrement dit celles du peuple britannique de 1689, qu'on appelle aussi le Bill of Rights, c'est la DDHC à l'anglaise, mais plus près de nous, et vous l'avez étudié en classe avec moi en histoire, cet article 2 s'inspire très directement de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776, dans la mesure où, je vous le rappelle, cette déclaration d'indépendance est avant tout une proclamation des droits de l'homme et du citoyen, et on a donc une liste des différents droits et libertés que le citoyen peut prétendre détenir à vie.
Et on vous dit que tout bon gouvernement a pour but de protéger, de garantir aux citoyens la jouissance des droits et libertés de l'homme. L'article 4 nous intéresse très directement puisqu'il nous parle aussi de la liberté, mais il va être l'article qui va nous permettre de définir très exactement ce qu'est la liberté. Et l'article 4 exprime de manière finalement simple à comprendre le concept même de liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Autrement dit, la liberté, ça n'est pas « je fais tout ce que je veux ». Ça, c'est un réflexe égoïste, c'est-à-dire individuel. C'est vrai que c'est un pur réflexe, au même titre que la respiration, ou le fait d'avoir faim, d'avoir peur, voilà. Être libre instinctivement, c'est se dire « je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, comme je veux ». Mais ça, c'est pas la vraie liberté. Ça n'est la liberté que si on vit tout seul, sans rapport avec autrui. Mais à partir du moment où l'on vit en société, à partir du moment où on vit en groupe, eh bien, des règles s'imposent, des règles de vie s'imposent, et du coup, la liberté, c'est faire tout ce que je veux tant que je ne dérange pas les autres. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes, autrement dit de limites, que celles qui assurent aux autres membres la jouissance de ces mêmes droits. Ça veut dire que, oui, bien sûr, j'ai le droit, si j'habite dans un HLM, j'ai le droit d'écouter la radio chez moi, mais il ne faut pas que je mette le son à fond, parce que si je mets le son à fond et que j'empêche mon voisin du dessous ou du dessus d'écouter sa propre radio à lui, eh bien ça n'ira pas. Voilà un exemple concret, appliqué, de ce que nous dit l'article 4 de la DDHC. Et alors, qui met des bornes à la liberté? Qui a le pouvoir de limiter la liberté? Puisqu'encore une fois, la liberté, c'est pas juste faire ce que j'ai envie de faire. Eh bien, ça va être la loi. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et comme le texte de la DDHC est plutôt bien construit, l'article suivant, l'article 5, va nous expliquer ce qu'est la loi et à quoi elle sert. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles, autrement dit dangereuses, néfastes, à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, autrement dit ne peut être interdit. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Par exemple, la police ne peut pas m'obliger à traverser la rue en marchant sur les mains. Ce n'est pas précisé dans le code civil ou à cloche-pied. On n'a pas l'obligation de traverser une rue à cloche-pied. Donc aucun policier ne peut exiger de ma part que je traverse une rue à cloche-pied, tout simplement. Et l'article 6 nous précise ce qu'est la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc autrement dit, la loi est au service du plus grand nombre, en théorie de tous. Et c'est parce qu'elle est au service de tous qu'elle doit être acceptée par tous, et on retrouve la définition même de la justice que nous avons étudiée lors de notre première séquence de MC. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Vous remplacez la loi par la justice et vous obtenez les mêmes définitions. Et on voit bien que la loi et la justice, au fond, sont des sœurs jumelles. Après avoir un peu longuement, je vous l'accorde, mais c'était important de bien expliquer les choses. Donc après avoir pris le temps d'expliquer en détail les principaux articles de la DDHC, je vous propose dans cet exercice de surligner en couleur
le texte, chacune des phrases du texte. Vous voyez, je vous ai sélectionné l'article 1er, les articles 2, 4, 5, 6, et j'ai rajouté les 10 et 11 dont j'ai pas encore parlé maintenant, dont j'ai pas encore parlé, excusez-moi, dans la diapo d'avant. Je vous propose de surligner le texte de 3 couleurs, couleurs un peu africaines, le vert pour tout ce qui concerne la définition de la liberté, le jaune pour tout ce qui évoque les libertés et les droits, et le rouge pour ce qui définit la loi et son rôle. Donc si vous le faites tout de suite en direct sur votre photocopie de cours, faites-le au crayon de couleur, de manière à pouvoir effacer en cas d'erreur, et ne regardez pas le corriger, bien entendu. Donc, vous ne pourrez pas dire que cet exercice manque de couleurs, hein, bien au contraire. Donc, l'article 1er et l'article 2 évoquent les libertés et les droits. L'article 4 est l'article qui définit ce qu'est la liberté. L'article 5 et l'article 6 définissent la loi et le rôle de la loi. L'article 10 et l'article 11 qui évoquent la liberté de conscience religieuse, c'est-à-dire la liberté de croire en ce que l'on veut, et d'ailleurs pas seulement en matière de religion, ça peut être vrai en matière de politique aussi par exemple. Et l'article 11 qui célèbre la liberté d'expression et de communication, autrement dit la liberté de la presse, sont des articles qui évoquent les libertés et les droits, donc en jaune. Ce que l'on vient de voir à travers le texte de la DHC, c'est très important, mais au fond, ça n'est jamais que de l'encre sur du papier, hein, comme tous les textes, ils ne valent que si on les applique. Et alors, il faut voir comment les appliquer dans des situations extrêmement concrètes. Alors, je vous propose dans un premier temps de réfléchir sur quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la nuisance sonore. Je vous présente un petit graphique. En fait, c'est un graphique, hein. Ça ressemble à une image, à un dessin, mais en réalité, si vous regardez bien la silhouette humaine, c'est une barre graphique. Et on vous présente l'échelle des bruits exprimés en décibels. Donc, ce qu'il faut voir, hein, c'est facile à comprendre, c'est que plus on monte en termes de décibels, plus le bruit est intense et plus les nuisances sonores sont intenses. Donc à 30 décibels, tout est bien, on est au calme. Par contre, quand on atteint des décibels qui dépassent 140, et bien là, ça correspond à un avion au décollage et on se retrouve à avoir très mal à la tête. Ça explique par exemple pourquoi quand vous avez paramétré votre lecteur d'MP3 ou même votre téléphone, eh bien, il est possible que vous ayez vu apparaître une mention sur votre écran. Attention, si vous dépassez ce seuil, vous mettez votre santé en danger. C'est pour vous prévenir que le bruit est nocif pour la santé, au même titre que le tabac par exemple. Or, il se trouve que les méfaits du bruit et plus exactement les conséquences du bruit sont sous-estimées par une bonne partie de la population qui se montre assez fataliste, hein. Bah oui, le bruit ça fait partie de la vie, hein. Que voulez-vous, vivre c'est faire du bruit, on ne peut pas faire autrement, donc on finit par accepter le bruit, on finit par l'accepter toujours davantage. Et pourtant, le bruit exagéré, bien sûr, hein, le bruit exagéré, c'est une agression. C'est une agression qui peut provoquer des conséquences qui peuvent être lourdes et même graves pour la santé, avec des choses dont on peut prendre assez facilement conscience, notamment les acouphènes. Les acouphènes, c'est quand vous entendez des sifflements dans votre oreille. Ça peut arriver si vous avez passé une soirée dans un lieu très bruyant comme une discothèque ou un concert et que vous étiez trop près des enceintes, par exemple.
Alors les acouphènes, souvent ça disparaît au bout de quelques heures, de quelques jours, mais ça peut parfois être à vie. On peut devenir sourd à vie. Souvent, les nuisances liées au bruit, d'ailleurs, passent un peu inaperçues parce que on ne fait pas le lien avec la causalité. C'est-à-dire, oui, bah oui, j'ai mal à la tête, ou alors oui, je dors mal, ou alors, je suis super fatigué en ce moment, mais on ne pense pas nécessairement au bruit, on pense que la cause est ailleurs, et en fait, le bruit fatigue l'organisme humain. Et il le fatigue parce que le bruit, il est partout. Il est dans les lieux publics, évidemment, hein, sauf s'ils sont vides. Mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment des lieux publics. Au travail, à l'école, bah, il n'y a qu'à penser, par exemple, au bruit que vous faites à la cantine à midi, hein, qui fait qu'un certain nombre de vos professeurs, d'ailleurs, ne mangent plus à la cantine parce qu'ils en ont assez de manger dans le bruit, parce que c'est fatigant. Et évidemment aussi à domicile. Alors, si vous êtes un peu perplexe et que vous vous demandez, mais quel peut bien être le rapport entre le bruit, les nuisances du bruit et puis les libertés et la loi, parce que là, ça ressemble presque à un cours des SVT, eh bien, non, rassurez-vous, hein, on ne s'éloigne pas tant que cela du sujet et vous allez le comprendre grâce à cette nouvelle diapositive. Alors là, si vous regardez la photographie, bon, c'est une photographie presque carte postale connue dans le monde entier par les touristes qui sont allés visiter Paris. On est dans le quartier de Pigalle, au croisement des 9e et 18e arrondissements de Paris. On est devant l'un des monuments les plus typiques des plaisirs nocturnes parisiens, c'est-à-dire le bal du Moulin Rouge. C'est-à-dire une de ces salles de spectacle comme le Lido ou comme les Folies Bergères qui attirent la foule avec ces spectacles de jeunes femmes très belles et aussi très légèrement vêtues. Bon, en plus, le quartier de Pigalle est aussi ce qu'on appelle un quartier chaud. On l'a parfois surnommé Pigalle-la-Blanche, parce que Pigalle est souvent recouverte de neige, mais pas la neige tombée du ciel, hein. C'est un quartier où il y a des trafics de drogue, il y a aussi de la prostitution. Bref, toute une vie pas forcément parfaitement légale, il faut le reconnaître, mais pas franchement clandestine non plus, hein, les gens se cachent à peine, et c'est une vie plutôt nocturne, il faut bien le reconnaître. Et donc se pose le bruit des nuisances nocturnes pour les gens qui, par malheur pour eux, parfois vivent dans ce quartier. Pensez aux gens qui habitent aux étages supérieurs, là, parce que Pigalle, c'est aussi un quartier résidentiel, et pour eux, c'est pas très drôle. C'est pour ça que je vous invite à me mettre en pause et de lire par vous-même le texte du site du collectif Vivre Paris, qui n'en peut plus du bruit provoqué par les attroupements de touristes, de clients de prostituées ou de clients de dealers de drogue ou tout simplement de simples promeneurs qui font du bruit comme j'allais dire en plein jour. Donc vous l'avez compris, les membres du collectif Vivre Paris sont des gens qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de ce droit qui est un droit sacré de l'homme et du citoyen, du droit au repos, du droit au calme, et qui attire l'attention de tout le monde et notamment des pouvoirs publics sur le danger de laisser le bruit envahir le quartier de Pigalle pendant la nuit, puisque ça peut finir par poser des problèmes de querelles de voisinage, hein. Après tout, faut le savoir, hein, le tapage nocturne, c'est ainsi qu'on l'appelle, et c'est une des querelles de voisinage les plus classiques, qui peut malheureusement déboucher sur des violences, hein. Il arrive parfois qu'on lise dans le journal qu'une personne âgée, souvent c'est une personne âgée mais pas toujours, finissent par décrocher le fusil et tirer sur des jeunes qui font du bruit à pas d'heure, parce que les
les plaintes déposées au commissariat de police ont débouché sur rien, et donc à force de supporter, d'endurer, eh bien il y a des gens qui finissent par justement, comme vous le diriez familièrement, péter un plomb. Et donc ça finit parfois sur des situations qui peuvent être dramatiques. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont fait trop de bruit. Et puis, même si c'est en apparence un peu moins dramatique, encore une fois, il y a des gens qui ont besoin de se reposer, notamment des enfants, et qui ne peuvent pas le faire correctement, donc ça peut finir par poser des problèmes de santé publique. Le problème, c'est que vous avez d'autres gens qui sont d'un point de vue différent, en particulier celles et ceux qui vivent des métiers liés au spectacle de la nuit. Je pense par exemple au personnel des restaurants, des bars de nuit, des discothèques, les DJ par exemple, ou même aussi tout simplement les clients, les gens qui aiment vivre la nuit, ce qu'on appelle parfois entre guillemets les oiseaux de nuit, ceux qui aiment faire la fête jusqu'au lever du jour. Eh ben, ce sont des gens qui réclament le droit de faire du bruit. On ne peut pas concevoir une discothèque comme un musée, ou comme l'intérieur d'une église. On ne peut pas faire silence. C'est assez contradictoire. Et donc, on arrive à une situation, celle que je voulais vous présenter, une situation qui est ainsi décrite, un conflit de liberté. C'est-à-dire des gens qui réclament le droit de pouvoir se reposer au moins la nuit, et qui se heurtent à un autre droit, une autre liberté, celle de pouvoir faire la fête, et donc de faire du bruit la nuit. C'est un conflit de liberté, puisque une liberté entre en conflit direct, en contradiction directe, avec une autre. Et c'est là que notre texte de la DDHC de 1789 va à nouveau prendre tout son intérêt, puisque être libre, encore une fois, c'est faire tout ce que je veux, tant que je ne nuis pas à autrui. Autrement dit, tant que je ne dérange pas autrui et la liberté d'autrui. Oui, je ne l'ai pas dit au fait, mais vous le savez, j'imagine, autrui, c'est du latin, et ça veut dire les autres. Alors justement, quand il y a un conflit de liberté, et Dieu sait si le bruit est à l'origine de très nombreux conflits de liberté, eh bien la loi doit arbitrer les conflits, c'est son rôle. La loi doit faire en sorte que la liberté des uns ne nuise pas à celle des autres. La loi doit donc imposer des limites aux libertés des uns et des autres, et c'est pour cette raison que je vous propose ce document qui est composé d'un visuel, c'est-à-dire d'une affiche, qui a aussi été d'ailleurs édité sous forme de carte postale, de flyer, de tract, comme on disait à mon époque, associé à un texte que je vous invite à découvrir, donc n'hésitez pas à me mettre en pause le temps de lire le texte. Alors, que retenir? D'abord, cette affiche est un petit chef-d'œuvre. Je tiens à vous le faire remarquer parce que c'est pas si facile que ça d'évoquer graphiquement le bruit. Le bruit, ça tombe sous le sens, ça fait appel à l'ouïe, à l'oreille. Un bruit, ça ne se voit pas, ça s'entend. Or là, on a affaire à une affiche. Et une affiche, ça fait appel à la vue. Donc là, comment montrer un bruit? Est-ce que vous voyez comment les gens qui ont fait l'affiche s'y sont pris pour évoquer le bruit alors que manifestement on ne l'entend pas? Est-ce que vous avez une idée? Regardez les gens qui sont attablés autour des tables de café et qui sont en train justement de faire du bruit. Vous avez remarqué qu'ils sont flous? Eh bien oui, ils sont flous parce qu'ils sont en mouvement.
sont en mouvement. Vous avez la dame avec le chemisier rose qui est en train de lever le verre pour sans doute boire. Vous avez celui qui est en face d'elle, à l'extrême gauche de la photo, qui est en train de tourner la tête et d'agiter la main. Vous avez les gens derrière qui sont debout et qui sont en train de marcher. Et ce flou, probablement travaillé sur Photoshop, hein, c'est certainement un trucage vidéo, enfin oui, visuel, ce flou évoque le bruit. Alors que le personnage qui n'est pas bruyant, mais qui par contre est directement, clairement victime du bruit, lui il n'est pas flou. Au contraire, il baigne dans une lumière crue, une lumière projetée directement sur lui. En plus, il est vêtu de couleurs très claires, hein. Il a un t-shirt tout blanc, la couette elle-même toute blanche, et ce personnage qui est très clairement dessiné sur l'affiche, et bien lui, il est silencieux. Et c'est lui qui est victime du bruit. Alors évidemment, cette affiche, vous l'aurez compris, n'est pas à prendre au pied de la lettre. Évidemment que les gens qui sont en train de boire un coup et de s'amuser et de faire du bruit, ils ne sont pas dans la chambre de l'homme qui voudrait dormir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont tellement bruyants, et peut-être que l'isolation du mur entre le bar et la chambre du dormeur est tellement faible et tellement fine, c'est peut-être ce qu'on appelle du papier à cigarette, comme on dit, que en fait, c'est comme s'ils étaient dans sa chambre. D'accord? Donc là, on voit bien, à nouveau, le conflit du bruit. Et du coup, les émetteurs de cette affiche, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui sont à l'origine de cette affiche, vous les avez en logo en bas de l'affiche, vous avez la préfecture de police de Paris et vous avez la mairie de Paris. Eh bien, ces deux émetteurs se sont mis d'accord, travaillent en commun pour mener une campagne de sensibilisation sur les nuisances sonores des consommateurs, des bars et des restaurants. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention. Voilà, on fait appel au sens civique des gens, on leur fait comprendre qu'il faut penser aux autres, que voilà, on leur rappelle cette leçon de MC. Je suis libre de faire ce que je veux tant que je ne dérange pas autrui. Ça, c'est la prévention. Mais malheureusement, la prévention, ça ne suffit pas toujours. Donc après, place à la sanction. Donc les gens qui continueront à faire du bruit eh bien, sont passibles d'une amende comprise entre 150 et 400 €. Et les professionnels eux-mêmes, s'ils ne prennent pas toutes les mesures pour que leurs clients fassent moins de bruit, sont passibles de peines aussi lourdes, c'est-à-dire qu'ils paieront une amende pour chaque client bruyant. Et par exemple, vous avez des discothèques, notamment à Moulins, c'est déjà arrivé, mais partout en France, qui ont parfois été obligées de fermer 15 jours, un mois, sur décision du préfet. Le préfet, c'est le représentant de l'État hein, dans le département, qui ont été obligés de fermer purement et simplement parce qu'ils faisaient trop de bruit, ces établissements, et que la direction des établissements ne prenait pas suffisamment de mesures pour respecter le calme et la tranquillité du voisinage. Et pour une discothèque, fermée 15 jours ou un mois, ça peut parfois être une déclaration, une condamnation à mort, parce que vos clients, là, les teufeurs, les jeunes là, qui vont en discothèque, et ben, en un mois, ils ont le temps de se trouver une nouvelle adresse et de vous oublier complètement. Donc ça n'est pas à prendre à la légère. Prévention et, s'il le faut, sanction, c'est-à-dire répression. Et ben voilà, on a pratiquement fini. Nous avons donc étudié à travers la DDHC de 1789 ce qu'est la liberté. Nous avons défini ce qu'est la loi, le rapport entre la liberté et la loi. Nous avons étudié ensemble un conflit de liberté classique, très concret, hein, vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est très concret, un conflit de liberté lié au bruit. Il vous reste maintenant à savourer et surtout à apprendre. Hein, j'insiste là-dessus. Hein, le fait que le cours soit à distance ne vous empêche pas d'apprendre
le texte de la leçon, puisque vous l'aurez compris, ce qu'on vient de voir, c'est pas uniquement juste pour le plaisir de travailler ensemble en EMC, d'apprendre une leçon, c'est aussi et surtout parce que c'est important pour votre future vie de citoyen, en espérant que vous n'aurez ni à être victime d'un conflit de liberté, ni à en être à l'origine. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de rester chez vous, c'est important. À bientôt, au revoir.